Mokango mokengeli Léopard. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki. Tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali. Oya kobongisa Kongo agani ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Bienvenue mesdames et messieurs à ce nouveau numéro des Pages d'Histoire, une émission comme vous le savez qui partage avec vous les récits d'histoire des institutions, des villes, des hommes célèbres et j'en passe. Pour aujourd'hui, nous allons parler d'un homme, celui-là même qui fut le tout premier président de la République du Congo, actuelle République démocratique du Congo, et qui venait d'ailleurs de totaliser 43 ans depuis qu'il nous a quittés, et c'était exactement le 24 mars dernier. Lui, c'est Joseph Kasavubu. Et pour parler de cet ancien chef d'État, nous avons invité pour vous M. Félix Tchobo, que nous allons laisser la latitude de se présenter à nos téléspectateurs. Bonjour M. Félix. Bonjour madame. Vous avez la parole. On m'appelle Jean-Félix Tchobo. Je suis licencié en sciences économiques de l'université de Kinshasa. J'ai même fait une année de DEA, de maîtrise. Soit dit en passant, je voudrais en fait un peu ici saluer le Premier ministre actuel, Matata, avec qui nous avons fait cette première année de maîtrise. Et je pense aussi à mon aîné Jean-Lucien Boussa du MLC, au patron de l'hôtel de Monengo, Nganzinga, au vieux Gaston Mongondo et autres. Mais dans le privé, je suis général manager d'une agence d'intérim, une agence des ressources humaines, dénommée Congo Interim Agency, qui est spécialisée dans le recrutement, le placement et la location de la main-d'œuvre. Mais je crois que je suis plutôt reçu sur ce plateau comme président intérimaire d'un parti politique dénommé ASSOD, Alliance africaine pour la solidarité et le développement. Merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, nous vous recevons ici en tant que le président intérimaire de ces partis politiques. Alors, une question de curiosité. Et pourquoi avez-vous préféré parler du président Kasavubu aujourd'hui? Oui, le parti que je dirige provisoirement en attendant la tenue du congrès a été créé en 90 par mon défunt père qui nous a quittés le 1er janvier 2012, il y a quelques mois, Tchobo Ingana Faustin. Parmi les modèles de ce parti, il y avait entre autres le président Kasavubu, Simon Kimbangu et Kimpavi Tandona Béatrice. Et donc, moi qui récupère en fait un peu le parti, je ne pouvais que m'appuyer sur les modèles du parti, en l'occurrence aujourd'hui le président Joseph Kasavubu. Voilà, et nous allons parler, très cher ami, comme je venais de le dire, du président Kasavubu. Alors pour parler, il faut qu'on sache d'abord qui était le président Kasavubu. Oui, le président Kasavubu est né autour des années 13, 15, 17. Il y a l'auteur Charles-André Gillis qui s'appuie sur l'année 1913. Il y a sa propre fille, Justine Kasavubu, qui plutôt parle de 1915. Elle s'appuie sur les récits des missionnaires, des Scots. Il y a sa fille aînée, Marie-Rose, qui parle plutôt de 1917. Et donc, on peut situer sa date de naissance entre 1913 et 1917. Pourquoi en fait cette difficulté? Pourquoi en fait un peu cette difficulté? Parce que bon, ses parents étaient des païens, et donc lorsque l'enfant naît, il n'est pas directement baptisé. Baptisé, oui.
Et c'était où? Il est né à Koumadizi, à 6 km de Tchéla. Mais il y a un événement en fait important qui se produit le jour où il va naître. Il y a son père, Mvubu-Chiku, qui va en fait se laisser participer à une épreuve. Parce que c'était un grand cultivateur. Et dans la contrée, comme ses affaires réussissaient, on a commencé en fait un peu à l'accuser de sorcier. Le papa du président Kasavubu. Le papa du président Kasavubu. Et donc, pour essayer de savoir si cela était vrai ou faux, il a accepté de participer en fait à une épreuve à laquelle il fallait en fait prendre du poison. Et l'écorce à base duquel il y avait en fait ce poison, cette écorce, on l'appelle dans la contrée du Mayombe Kassa. Et Mvubu-Chiku, le père de Kasavubu, a joué les jeux et le poison n'a pas agi pour clamer son innocence. Le poison n'a pas agi sur lui parce qu'il était effectivement innocent. Et au même moment, sa femme donnait naissance à Kasavubu. Et voilà pourquoi, dans la joie, son père a décidé de donner ce nom à son fils. Kassa qui veut dire épreuve, Kassa qui veut dire jugement, Kassa qui veut dire poison. Et Vubu? Vubu, c'est le nom du père. Le père s'appelait Vubu Chiku. Il n'avait pas naturellement de prénom parce que bon, il n'était pas baptisé. Mais très tôt, Kasavubu va perdre sa maman. Il va avoir l'âge de 4 ans. Et quelques années après, il va perdre son père. Et donc, c'est son grand frère, Nsambu Michel, qui va en fait un peu jouer le rôle du tuteur. Et en 1925, il va en fait l'inscrire au catéchumina, à la mission de Kizu. Et le 25 janvier de cette année-là, 1925, Kasavubu sera baptisé au nom de Joseph. Et l'année qui suivra, en 1926, il aura sa première communion. Et en 1927, son grand frère, Nsambu Michel, va l'inscrire à l'école primaire de Kizu, où il va faire sa 3e et sa 4e. Là, c'était où? Toujours à la mission de Kizu, à quelques 6 km de Tchéla. C'est une mission qui a été fondée en 1906. Dans la province du Bas-Congo. Dans la province du Bas-Congo, dans le Mayombe. Et donc à l'école primaire de Kizu, Kasavubu va faire sa 3e et sa 4e. Mais l'enfant est tellement brillant que il va aller à Mbatakiela, qui était vraiment le cursus normal des élèves brillants, au petit séminaire de Mbatakiela, en fait, à 50 km de Tchéla. Et donc, il va faire les humanités latines en Mbatakiela de 1926 de 1929 à 1936. Soit dit en passant, en 1934, il aura comme condisciple celui qui a été un grand cardinal de notre pays, Joseph Malula. Ils seront ensemble jusqu'à ce que, bon, au niveau de l'Église catholique, on va décider de faire la séparation entre... Il y aura 2 vicariats entre les gens d'en haut et ceux d'en bas. Et donc, 1929 jusqu'à 1936, il sera en fait au petit séminaire de Mbatakiela. Et il en sortira 2e de sa promotion. Et il va sentir en lui la vocation en fait de devenir prêtre. C'est en fait ce qui va l'amener au grand séminaire de Kaboué dans le Kasaï en 1936. Et donc il sera au grand séminaire de 36 à 39. Il va faire 3 ans de philosophie.
Parce que bon, le cursus demandait à ce qu'on fasse 3 années de philosophie et 5 années de théologie. Mais malheureusement pour lui, en Noël 39, un soir il sera convoqué par le recteur du grand séminaire, le père Kettel, qui va l'annoncer comme ça, que son évêque, Van den Hoven, donc l'évêque de Boma, a préféré en fait qu'il puisse travailler dans le monde. Et que son évêque avait pris cette décision. Donc c'est le père Kettel qui lui annonçait cela. Et donc, Kasavubu va le vivre comme son premier drame, parce qu'il il aurait souhaité devenir un prêtre. Et comme ça... Qu'est-ce qui lui a été reproché? On ne lui a rien dit de manière claire. Bref. Mais je crois que c'était plutôt, en fait, son esprit d'indépendance. Il posait beaucoup trop de questions. En fait, c'est un peu cela qui, certainement, faisait un peu peur à ses responsables au niveau de l'Église. Et donc, on décide en Noël 39, il va être obligé de quitter Kaboué pour retourner dans le Mayombe. Et c'est encore l'Église catholique qui va en fait les récupérer et l'utiliser comme commis aux Écritures à la mission de Kangou. Sa réaction à cette, je ne sais pas s'il faut appeler ça, on l'a excommunié. En fait, pour dire les choses claires, il a été chassé du grand séminaire. Quelle a été sa réaction après? Il a accepté la décision de son monseigneur Van den Hoven. Il s'est exécuté et il est rentré, comme je viens de le dire, dans le Mayombe, où il sera utilisé dans la mission de Kangou, comme commis aux Écritures, en fait comme secrétaire. Donc il devait en fait un peu traduire la Bible en Kiyombe. Et donc il va en fait un peu exercer cette fonction. Et en même temps il va vouloir en fait un peu renforcer ses capacités. Il va suivre des enseignements pour devenir en fait un peu moniteur. Et donc, il va combiner entre la mission et ses cours. Et en Noël 40, il aura son diplôme de moniteur. Une année après. Mais il y a un autre problème qui va en fait arriver lorsqu'il sera à Kangou. C'est le problème en fait de la rémunération. Qui ne représentait pas grand-chose. Il avait en fait 50 francs comme salaire de base et 7,5 par semaine comme ration. Donc il avait, si on fait un petit calcul, 80 francs par mois. Et donc ça ne lui suffisait pas. Il n'avait qu'un seul pantalon, une seule paire de chaussures. Il était logé dans de mauvaises conditions. Et donc il réclamait une augmentation. Il souhaitait avoir un 300 francs, un peu plus. Mais on lui disait toujours que bon, le jour où tu deviendras un moniteur, on va augmenter ta rémunération. Lorsqu'il a eu son diplôme, il va devenir le titulaire d'une classe, de la classe de 6e. Il va faire partie des premiers Africains à être titulaire d'une classe. Toujours dans le Mayombe à Kangou. Mais malgré cela, on n'augmentait pas toujours sa rémunération. Et donc, il va décider de fuir Kangou en mai 41. Et il va aller dans un autre coin du Mayombe, à Lemba en fait, à l'Agrifor, pour solliciter un emploi. L'Agrifor, c'est en fait une société agricole et forestière au niveau du Mayombe. Là-bas, il va rencontrer le directeur de l'Agrifor, M. Tabito. Il va présenter ses diplômes. Et M. Tabito va se dire, mais tiens, mais ça tombe bien. Nous venons de créer en fait un peu une école
pour les enfants des agents de l'Agrifor. Mais tu peux être en fait le responsable de ces écoles. Et donc, il va gérer en fait les écoles de l'Agrifor au niveau de Lemba, mais à Kidima. Mais les autorités de l'Église catholique, ceux de Kangou, ne vont pas le laisser tranquille. Lorsqu'ils vont apprendre qu'il a eu un emploi au niveau de Lemba, ils vont écrire à monsieur Tabito pour lui dire que non, monsieur Kasavubu n'est pas quelqu'un de bien. Vous ne devez pas l'utiliser. Et on va annoncer ça à Kasavubu par monsieur Tabito. Et Kasavubu va en fait un peu bien prendre les choses. Lui qui, il y avait déjà une rémunération de 500 francs. Mais Tabito va quand même accepter qu'il puisse achever en fait un peu cette année-là. Ce qui va lui permettre de s'organiser et de se marier le 10 octobre 41 à maman Hortense Ngoma Masunda. Et après l'Agrifor, il va faire un bref passage à l'Agriumbe. Et peu après, il va aller à l'Otraco, où il sera au service de douane à Boma. C'est son parcours professionnel. Ouais, c'est son parcours à Boma. Mais bon, sur place, il va passer un test pour travailler en fait un peu à Léopoldville, à l'administration centrale. Et donc, il va réussir ce test. Et le 12 juin 1942, Kasavubu va se retrouver à Léopoldville, où il va être en fait aide comptable au service des approvisionnements, on va dire au ministère de Finances. Et donc, de 42 à 57, donc, pendant 15 ans, en fait, il va être tour à tour aide comptable et comptable au niveau de magasins, généraux. Donc ça, c'est par rapport à sa vie professionnelle, pour ne pas parler en fait un peu de... je crois qu'on va parler des éléments qui l'ont poussé à s'engager en fait en politique. Justement, mais avant d'en arriver là, vous avez parlé de sa naissance jusqu'à sa vie professionnelle. Quelque part, vous avez dit qu'il était marié. Et je voulais un peu m'atteler là pour savoir, parce que comme on parlait de lui, nos téléspectateurs veulent savoir la vie du président Kasavubu. Il était marié, vous avez dit à maman Hortense Ngoma Masunda. Et il a eu avec elle, ils ont eu... Il a eu... Bon, je n'ai pas le nombre, je n'ai pas le nombre exact des enfants, mais il a des enfants qui sont connus. Les garçons très peu. Mais il y a sa fille aînée, Marie-Rose, qui est très connue et qui fait énormément pour la promotion de son père. Hein. Chaque année, chaque 24 mars, elle a toujours eu à organiser de grandes festivités. Mais il y a sa fille aussi, Justine, qui est très connue. Elle a beaucoup écrit. Hein, elle a lancé sur le marché deux ouvrages, hein, Kasavubu, mon père, et je crois un autre ouvrage aussi. Juste les deux là que vous avez cités, les autres... Les garçons ne sont pas... Ils sont plutôt effacés, Adolphe, je crois qu'ils vivent en Europe. Hein. Et bon, et puis il arrive à Léopoldville. Et ici, il commence en tant que le président Kasavubu. Il arrive le 12 juin 1942. Il commence comme aide comptable, comme je venais de le dire. Mais sa première intervention, en fait, un peu, on va dire, politique, c'est en 1946. C'était comment? Qu'est-ce qui l'a motivé? Oui, en 1946, en fait, on va dire autour des années 1945, il y a 3 grandes associations qui vont avoir pignon sur eux au niveau de Léopoldville. Ce sont des associations des anciens élèves, notamment la DAPES,
l'association des anciens élèves des pères de Scud, la SANEF, l'association des anciens élèves des frères des écoles chrétiennes, l'UNELMA, l'union des anciens élèves des frères maristes. Et donc ces trois structures vont en fait créer l'UNISCO, l'Union des intérêts sociaux congolais, en fait un peu pour combattre la discrimination raciale. Mais pour être membre de cette structure, il fallait être dirigeant de l'un de trois associations que je venais de citer. Et donc, c'est Jean Boulikango, qui curieusement en 60 sera opposé à Joseph Kasavubu lors des élections présidentielles. C'est Jean Boulikango qui va se battre pour faire de Kasavubu membre de l'UNISCO en l'imposant comme secrétaire général de la DAPES. Et donc, c'est à travers cette tribune de l'UNISCO qu'en 1946, Joseph Kasavubu va parler du droit du premier occupant. Il voulait dire en fait en d'autres termes que le sol congolais appartenait aux premiers occupants qui étaient les Congolais et que le colon devait en fait quitter ce sol congolais en 1946 déjà. En 1950, lorsque Edmond Nzenzalandu crée la BACO, l'Alliance des Bakongo, pour unifier, conserver, perfectionner la langue kikongo. Hein. Bon, dans l'histoire, on a toujours dit que c'est en fait le père Van Nuyn qui a créé la BACO, mais que Edmond Nzenzalandu avait été coopté. Lorsqu'on crée la BACO en 1950, Edmond Nzenzalandu en fait, connaît en fait un peu de difficultés. Parce que il utilisait un journal Congo Diangonga pour essayer en fait un peu d'atteindre les objectifs du mouvement. Mais c'est à travers les cotisations qu'il organisait en fait un peu ce journal. Mais il y avait beaucoup de critiques autour de sa gestion. Et en 1954, le 21 mars, on va encore aller prendre le président Kasavubu, qui n'était pas encore président à l'époque, pour faire de lui le président de cette association, en fait, qui est devenue plus tard parti politique en 1954. Ah oui. Et donc, c'est Kasavubu qui va transformer, en fait, cet ABACO, qui va l'organiser, en fait, en plusieurs comités, et c'est Kasavubu qui va donner du tonus à cette association pour qu'elle devienne un grand mouvement politique en 1954. Et en 1956, lorsque le professeur Van Bilsen va parler de son fameux plan de 30 ans pour l'émancipation, le 1er juillet 1956, les amis du manifeste de la conscience africaine, les Joseph Ngalula, les Joseph Malula, vont soutenir en fait ce plan de 30 ans. Mais le 23 août 1956, Kasavubu va rédiger le contre-manifeste de la BACO en disant clairement que nous n'avons même pas l'ambition ni de participer à l'élaboration de ce plan. Parce que son exécution ne ferait que retarder notre pays vers le processus de l'indépendance. En 1956 déjà. Et en 1957, vous le savez certainement, lorsqu'on va organiser les premières élections, les élections communales, Kasavubu va être parmi les premiers bourgmestres de notre pays. Il va être le bourgmestre de la commune d'Edendal, qu'on appelle aujourd'hui la commune de Kasavubu. Et c'est là qu'il prend officiellement les fonctions. C'est là qu'il va prendre officiellement les fonctions. La cérémonie d'investiture aura lieu le 20 avril 1958. Et lors de cette cérémonie, il va faire aussi un discours mémorable, où il va dire clairement que cette cérémonie n'est pas seulement qu'une investiture, mais l'avènement de la démocratie. Déjà à cette époque-là, il parlait de la démocratie. Déjà en 1958.
le 20 décembre, le 20 décembre 58, lorsque on va organiser cette grande conférence dont vous avez entendu parler à Accra, avec le grand Kwame Nkrumah, Kasavubu est invité comme Lumumba à cette grande... Bon, à cette époque-là, lui, il patronnait déjà la BACO, le président Kasavubu. Oui, il était à la tête de la BACO depuis le 21 mars 54. En 56, lorsqu'on a de nouveau organisé des élections au sein de la BACO, il a été encore réélu. Donc il était à la tête de la BACO, invité comme Lumumba qui avait créé son parti en 58, un peu plus tard que la BACO. Les deux avaient en fait été invités le 20 décembre 58, comme je le disais tantôt, à cette conférence panafricaine à Accra. Mais encore une fois, le président Kasavubu se verra refuser. Mais celui-là, apparemment, c'est un problématique parce que partout, il y a toujours des petits problèmes qui paraissent des fois pas trop clairs, ou soit il est innocent, il n'est pas... Qu'est-ce qui était caché derrière tout ça? Non, mais c'est le destin d'un homme qui va le conduire, jusqu'à la tête de l'État. Jusqu'à la tête de l'État. Il ne va pas participer. Il n'avait pas un parcours selon ses études faites. Il a été brillant, très brillant. Tout. Mais quelque part, il y avait comment? Il a été chaque fois intercalé par un problème, interpellé, chassé, c'est pourquoi je parle. Mais pourquoi? C'est comme s'il avait un mauvais sort qui le poursuivait par sa naissance. C'est pourquoi je parle du destin. On ne prévoit rien, on ne fait pas de calculs, tout dépend de Dieu. Hein. Et donc, il sera le grand absent à Accra, parce que bon, on va avancer à un problème de carte de vaccination. Qui n'était pas vrai. Et il y avait un cachet qui posait problème. Et comme il y a un temps entre le moment où on pose le cachet et le moment où on doit voyager, il ne pouvait pas faire le déplacement. Mais en fait, c'est l'administration coloniale qui ne voulait en fait pas qu'il fasse ce déplacement. Et Lumumba, au retour d'Accra, il va organiser le 28 décembre 58 l'un des plus grands meetings populaires à la place communale de Kalamu pour faire la restitution de ce qui venait de se passer en fait à Accra. Et quelques jours après, le 4 janvier 59, le comité sectionnaire de Kalamu va décidé d'organiser un meeting à Limca. Et le président du comité sectionnaire, Mwanda Vital, va demander une autorisation au premier bourgmestre, M. Tordeur. Mais la réponse arrivera tardivement. Le 4 janvier 59, c'était un dimanche, mais la réponse va arriver le 3 à midi. Et donc, les dirigeants de la BACO n'ont pas le moyen matériel pour véhiculer le message au niveau de la base. Et donc, le 4 à 11h, la place Inca commence à être inondée du monde. Mais pourquoi il y a eu aussi ces grands afflux aussi? C'est parce que les militants de la BACO voulaient en fait un peu voir comment est-ce que le président Kasavubu allait réagir au meeting du 28 décembre de Patrice Emery Lumumba. Et donc à 11h, il y a un monde plein. Hein. À 12h30, Mwanda Vital, le président sectionnaire, ne sait plus à quel sein se vouer. Il va voir le président Kasavubu qui habitait en fait en face sur Inzia numéro 1 pour lui dire que bon, il y a beaucoup de monde. Hein. Le président Kasavubu, ce même jour, venait d'effectuer
un bref voyage à Brazzaville où il avait rencontré dans la matinée l'abbé Fulbert Youlou. Donc, Kassavou va lui dire, mais le meeting n'a pas été autorisé. On doit dire aux militants que ce meeting aura lieu le 18 décembre, après la déclaration gouvernementale du 13 janvier. Encore une interdiction. Et tantôt chassé, tantôt ça. Vital Mwanda rentre vers l'IMCA, mais il ne sait pas calmer la foule. Et donc le président Kasavubu, vers 15 h, est obligé de traverser et d'essayer de calmer ses militants, tout en évoquant aussi cette indépendance qui devait être en fait immédiate. Mais lorsque les militants vont sortir de là, ce sont les premières, ce sont des casses et tout, les pillages au niveau des Faucombelles et tout. Mais pourquoi j'aime bien en fait un peu évoquer cette histoire? Parce que ceux qui en fait un peu cherchent toujours à étouffer le président Kasavubu évoquent plutôt une rencontre qui a eu lieu au stade Tata Raphaël entre Vita et Mikado. C'était juste une coïncidence. On peut dire une heureuse coïncidence. Hein. Vita Club perdra ce match 2 contre 1. Et bon, peut-être qu'ils ont eu à renforcer le mouvement. Hein. Mais à 15 h déjà, il y avait déjà des casses au niveau de la place Victoire. Et donc le 4 janvier, cette date qui a conduit le pays au 30 juin 60, est le fait de la BACO et du président Kasavubu. Parce que le 13 janvier 59, lorsque le roi va réagir, il va dire clairement que nous irons sans atermoiement, précipitation, je ne sais pas moi, considéré vers l'indépendance. Le 4 janvier, c'est la BACO. Le 4 janvier, c'est Kasavubu encore une fois. Parce que lorsqu'on va condamner les événements qui ont eu lieu ce jour-là, ce sont les dirigeants de la BACO qui seront mis aux arrêts, notamment le président Kasavubu lui-même, après s'être éclipsé pendant 48 heures, il est allé voir son ami l'abbé Loya. Mais il y en a d'autres qui étaient aussi aux arrêts, hein, les Kouyena Raphaël, les Kingotolo Antoine qui ont fait la traversée vers Brazzaville. Mais si ils estimaient qu'ils étaient dans les bons, pourquoi ils ont tenté alors de fuir après ces émeutes-là du 4 janvier? Quelque part, il s'est reproché. Non, mais c'était un meeting de la BACO. Et les militants qui étaient à la base de tout ce qu'il y a eu ces jours, c'était des militants de la BACO. C'était tout à fait normal que les dirigeants de ces partis aient un peu peur des conséquences. Peur des conséquences, puisqu'il y a eu déjà des conséquences, il y a eu des casses, il y a eu des morts, comme vous le dites là, et après. Mais heureusement qu'il y a eu cette date-là, hein, et heureusement qu'il y a eu cette date-là qui a conduit notre pays vers l'indépendance, qui a obligé en fait les Belges à organiser la table ronde à Bruxelles le 20 janvier, table ronde qui a permis de pouvoir en fait un peu fixer la date de l'indépendance au 30 juin 60. Le président Kasavubu à la tête de la République du Congo, l'actuelle République démocratique du Congo, c'était comment? Il a été élu, si ma mémoire est bonne, le 24 juin, quelques jours avant cette cérémonie du 30 juin. Il était élu par les deux chambres réunies. Hein.
président de la République. Président de la République. Et puis après, comment les choses ont évolué? Bon, très vite, quelques jours... C'était en quelle année exactement, quand il a pris le pouvoir, le président Kasavubu? Le 24 juin 60, quelques jours avant l'accession du pays à l'indépendance, oui. le 30 juin 60. Bon, je ne voudrais pas ici parler des différents discours qui ont été prononcés ce jour-là, mais quelques jours après l'indépendance, le 5 juillet, le pays va en fait un peu connaître une mutinerie au sein de l'armée à cause de cette fameuse phrase du général Hyacinthe, hein, qui a dit devant des soldats que après l'indépendance est égal à avant l'indépendance. Et donc, le 5 juillet déjà, les casernes étaient en ébullition, quelques jours seulement après l'indépendance. Le 11 juillet 60, c'est la sécession au niveau du Katanga avec Moïse Tshombe. Le 9 août de cette même année, il y a cette fameuse sécession aussi au niveau du Sud Kasaï avec Kalonji Ditunga. Donc, dès que le président Kasavubu a pris le pouvoir à côté de son premier ministre, ils vont devoir gérer ces grandes crises en fait. Et donc les deux vont pour un premier temps voir les choses dans le même sens. Mais quelque temps après, Kasavubu n'a plus accepté la démarche de son premier ministre, notamment lorsque il y aura en fait un peu le massacre au niveau de Bakwanga. Kasavubu va très mal accepter cela parce que lui pensait qu'il fallait parler, qu'il fallait négocier, qu'on ne pouvait pas utiliser la violence. Voilà pourquoi le 5 septembre 60, Kasavubu va révoquer son premier ministre, Patrice Emery Lumumba. Patrice Emery Lumumba va faire également la même chose, le même 5 septembre. Et donc, le pays sera de nouveau dans la confusion. Et Kasavubu va essayer de nommer Iléo. Iléo ne sera pas accepté au niveau du Parlement. Et donc, le 14 septembre 60, Mobutu va organiser son premier coup d'État en neutralisant à la fois le président Kasavubu et le Premier ministre Patrice Emery Lumumba pour former son fameux collège de commissaires généraux qui auront l'objectif que nous connaissons tous. L'objectif que nous connaissons tous, nous voulons un peu reculer pour éclairer nos téléspectateurs, toujours en rapport avec la vie du président Kasavubu, parce que c'est de lui qu'on parle aujourd'hui. Quand il fut premier bourgmestre de la commune de Dendal, il habitait sur India. Numéro 1, avec sa famille, toute sa famille était là. Et après son arrestation, après les meetings, l'interdiction du meeting de la BACO, il a tenté de fuir et puis on l'a capturé. Non, on ne l'a pas capturé, il s'est rendu en fait. Quelques jours après, il a réalisé que ça ne servait à rien que de